On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement de la saison touristique 2019 dans le Haut-Richelieu. Mais d'abord, parlons d'un diplôme en études professionnelles en télécom. Est-ce que ça vous intéresse? Sachez qu'ici, l'École des métiers offre ce cours-là. Il n'y en a pas beaucoup au Québec et il y a beaucoup de débouchés dans la région. C'est un milieu, un marché du travail qui est en pleine expansion. Bref, on fait le tour de la question à l'instant avec nos invités. Parlons de télécommunications, si vous préférez télécom. Ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'École professionnelle des métiers, on offre un DEP, un diplôme d'études professionnelles en la matière. Et en plus de ça, dans la région, ici où on habite, Saint-Jean-sur-Richelieu, mais même dans la périphérie de Montréal, il y a aussi beaucoup de besoins auprès des entreprises. Bref, pour en parler, trois invités. D'abord, François Beaupré, qui est enseignant, qui enseigne ce DEP à l'École professionnelle des métiers. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Benoît Morin, qui est superviseur service à la clientèle dans une entreprise de la région Internet au Richelieu. Bonsoir. Et David Widz, qui est un technicien, mais aussi un ancien élève à ce DEP. Alors, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. La vie des télécoms aujourd'hui, on en dépend beaucoup, si ce n'est que pour, les téléphones cellulaires principalement, mais l'Internet, le Wi-Fi, bref, tout ça fait partie aujourd'hui de notre quotidien. Mais évidemment, il y a une technologie derrière ça. Il y a surtout des humains qui sont là pour les installer et les réparer. Bref, en fait, une question un peu bizarre, mais au Québec, est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles professionnelles des métiers qui offrent le DEP en télécom? Non. Il y en a 5, je crois. Pas plus que 4 5. en français puis une en anglais. Et vous avez combien d'élèves par année? 5 ou 6. Nous autres, on réussit à partir un groupe par année, nous, ici à la Prairie. On pourrait en partir plus, puis on réussirait à placer tous nos finissants. Mais c'est une question de... Il n'y a pas assez de gens qui s'inscrivent à ce moment-ci. Et c'est un groupe de combien d'élèves? 22. On essaie de Donc, partir à 22 chaque année, il y a un groupe de 22 Quand on réussit à élèves. le combler à 22. Mais quand ils sortent de chez vous, ils se trouvent un job assez rapidement. Tout à fait. Le besoin est grand. Là. Les employeurs nous appellent régulièrement, puis tout ça. Est-ce que je me trompe en disant que c'est un DEP qui est peu ou mal connu? C'est très mal connu. C'est spécial quand on pense au fait que... C'est certain que les métiers, les gens connaissent les métiers traditionnels. Si on demande à quelqu'un de nommer des métiers, on va entendre toujours les mêmes. Mais personne, l'idée du métier en télécom, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Et pourtant, ça fait partie de notre quotidien, comme vous l'avez dit, hein, les téléphonies cellulaires, le Wi-Fi, l'Internet à la maison, Netflix, Facebook, ça repose tout sur des infrastructures de télécommunication. Et ça prend effectivement des gens pour se charger de ces infrastructures-là installées, comme vous avez dit. Puis, mais malheureusement, les gens ne sont pas au courant de l'existence de ce métier-là et de ce que ça représente. Ça exige quoi? Parce que moi, la figure que j'ai, c'est dit, c'est un gars qui grimpe dans un poteau, qui travaille. Tu sais, probablement, évidemment, c'est beaucoup plus que ça, mais l'image que moi j'en ai de l'extérieur, c'est un peu ça. Donc. Bien, ça, c'est sûr que c'est ce que les gens connaissent de prime abord. Puis c'est vrai aussi, hein, il y a du câblage, il y a des choses à faire. Mais aujourd'hui, il y a toute la technologie qui va pour faire fonctionner ça. L'une des particularités, nous autres, c'est que quand on travaille soit avec des ondes ou de la fibre optique ou des choses comme ça, ou de l'électricité, c'est des choses qu'on ne voit pas. Donc, ça prend des appareils de mesure pour mesurer ça. Il faut être capable de comprendre la matière. Fait qu'il y a beaucoup d'assises aussi scientifiques et mathématiques en arrière de ça. Donc, au-delà du passage de câble, qui fait partie de la réalité, mais il y a fabriquer les connecteurs, s'assurer que ça soit bon, que tout soit bon. En plus de ça aussi, quand on commence à parler de mégas et de gigabits à la seconde, il faut s'entendre qu'il faut que tout soit, comme disent les jeunes, sur la coche. Fait que tous les connecteurs soient bien faits, tous les joints soient bien faits. Et ça se mesure, ça se calibre, ça se configure, ces choses-là. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très vaste, là. Je dis souvent, l'image que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui va devoir travailler avec ses mains, mais pour bien faire le travail, pour être capable d'apprendre la matière, pour être capable de suivre la technologie, c'est sa tête qui est sollicitée beaucoup, beaucoup aussi. En introduction, je faisais référence aux besoins, les emplois disponibles dans une région comme la nôtre, parce que nos gouvernements souhaitent depuis plusieurs années que tous les citoyens aient accès à l'Internet haute vitesse. Même on nous pousse à aller vers ces plateformes-là quand vient le temps d'avoir des services gouvernementaux. Bon, dans les villes, ça va relativement bien, mais dès qu'on s'éloigne un peu dans la partie plus rurale du territoire, puis Saint-Jean-sur-Richelieu est entouré de municipalités rurales, évidemment, parfois, on peut avoir 2 résidences dans une rue, dans un rang, et des compagnies comme Bell ou Vidéotron, évidemment, n'investissent peu ou pas dans ce genre d'infrastructure-là parce que peu de clients. Par contre, dans la région, on est chanceux. On a Internet au Richelieu, qui est une compagnie de nature un peu publique-privée, si on veut, là, comme on est statut, une OBNL, à but non lucratif. Un but non lucratif, mais dont l'objectif est d'amener éventuellement la fibre optique un peu partout sur le territoire. Et là, vous avez besoin de main-d'œuvre et de ressources. Tout à fait. On va desservir les gens qui vivent en ruralité,
qui ont des besoins qui sont non comblés, donc qui sont mal desservis ou pas desservis du tout. Et il y a des gens qui sont chanceux d'être en ruralité parce qu'ils vont avoir des services fibrés plus rapidement que des gens qui restent en ville, même dans une région comme Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu sais, je prends l'exemple de quelqu'un qui est un travailleur autonome, je ne sais pas, quelqu'un qui est infographiste, puis qui habite à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Il a le droit de vivre à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, mais il a le droit de travailler chez lui. Et probablement qu'il faut qu'il envoie des gros méga fichiers par WeTransfer, puis que s'il y a une Internet pas trop haute vitesse, ça ne marche pas trop son affaire. Donc, c'est là où il faut imaginer que si on veut que les gens partout au Québec ou au Canada puissent avoir accès à de la haute vitesse, bien, ça prend des infrastructures. Tout à fait. Et il y a quelques années, c'est l'exode vers les villes. Maintenant, c'est l'exode hors des villes. Donc, les familles de jeunes professionnels qui vont se trouver un domicile plutôt en ruralité, en zone non urbaine, pour profiter du train de la vie qui est un petit peu moins rapide, un petit peu plus loin du stress. Mais ces gens-là font des métiers qui ont des besoins de télécom assez élevés. Bon, parce que là, juste chez vous, l'entreprise existe déjà depuis quelques années. Vous êtes en train de vous déployer dans le Haut-Richelieu, mais vous êtes aussi sollicité dans le bout de Napierville, dans Brome-Missisquoi. Donc, votre entreprise, qui est un OBNL, est appelée à grossir. Donc, je présume que vos besoins de main-d'œuvre en télécom, ça fait votre affaire d'aller piger chez monsieur, là. Ça fait notre affaire parce qu'en plus, ils sont bien formés quand on va les chercher. Et c'est ça le plus grand attrait, c'est ça qu'on aime de notre association avec le PM, c'est qu'on est capable de les voir à plusieurs étapes différentes, en partant du départ du premier cours, et de voir qu'est-ce que ça donne en sortant de ce cours-là 2 ans plus tard. Et on est heureux de pouvoir participer à ça et de les aider aussi, les aider comme on le peut en faisant des dons d'équipement. On est capable de négocier avec de nos fournisseurs qui sont des grosses compagnies américaines et d'avoir des équipements de fine pointe, puis de les installer dans un local d'une école à Saint-Jean-sur-Richelieu, des équipements qui valent beaucoup d'argent. Ça, c'est précieux pour nous autres parce que grâce à leur collaboration, ça nous permet de donner des formations qui vont être vraiment le plus à jour possible en fonction des besoins. Récemment, de ce que la dernière installation, le dernier produit qu'on a eu de leur part, ça va nous permettre de vraiment former nos élèves sur la même chose qu'ils vont installer, c'est-à-dire la fibre à la maison, avec les services qui vont avec ça. Bon. David, ça fait combien de temps que tu as ton DEP en poche? Ça fait 2 ans. Bon. Puis, au sortir de l'école, tu t'es rapidement atterri chez Internet au Richelieu? Oui, moi, j'ai fait mon stage ailleurs que chez Internet du Richelieu. J'avais un de mes collègues de classe qui a fait son stage là, qui cherchait un deuxième technicien. Donc, je suis allé porter mon CV. Puis, moi, quand je suis rentré là, dans la compagnie, on était environ une dizaine. On est rendu 32, quelque chose du genre. On n'est pas loin. On a même agrandi les locaux, donc on a une deuxième place. On a toujours les bureaux à Iberville, maintenant à Saint-Grégoire. Donc, l'expansion se fait très rapidement. Et sur la trentaine d'employés, est-ce que majoritairement, c'est des techniciens en télécom? J'ai 6-7 techniciens, dont 4 au moins qui sortent directement de l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean. OK. Donc, une journée type, pour toi, ça ressemble à quoi? Que les gens soient capables d'imaginer, ou quelqu'un qui nous regarde en ce moment qui dit « Ah, peut-être ça pourrait m'intéresser ». Une journée type, ça ressemble à quoi? C'est quand même dur à dire. Tantôt, vous disiez qu'on montait dans les poteaux puis tout ça. Oui, ça, c'est l'image. Moi, j'ai jamais fait ça. Okay. De tout mon temps de... Tu viens de briser. C'est ça. De tout mon temps de télécommunication, j'ai jamais fait ça. Nous, dans le fond, chez Yachar Télécom, les techniciens, ce qu'on fait, c'est l'installation dans la maison. Fait que tout ce qui est fait à l'extérieur, c'est fait par des sous-traitants qui sont aussi des emplois potentiels pour nous, qu'on pourrait aussi aller là-dedans. Mais nous, chez Yachar, c'est vraiment dans la maison. OK. Donc, vous allez faire le branchement. Mais tantôt, on parlait de fibre optique. Donc, Internet haute vitesse, mais aussi IHR s'est fait connaître au départ même par l'installation de Wi-Fi. Donc, mais là, on parle de Wi-Fi assez particulier. Ce n'est pas le petit Wi-Fi dans une maison. Là. On parle d'une technologie semblable, c'est-à-dire une onde de fréquence qui va permettre de faire passer un signal. Et IHR Télécom, il y a 10 ans, a commencé en mettant des antennes sur des maisons qui utilisaient une technologie Wi-Fi, donc sans fil, pour amener l'Internet d'un bout à l'autre, sans utiliser un câble. Ouais. Et la plus grosse antenne Wi-Fi qu'on a dans la région, tout le monde la connaît, c'est la montagne Saint-Grégoire. Ouais. C'est un très beau lieu, ça, pour avoir des installations pour permettre aux gens de plusieurs kilomètres aux alentours de la montagne d'avoir du service. On met une antenne, c'est facile de l'aligner vers le haut et d'aller chercher directement à la top de la montagne pour avoir ce service-là. Sur un cours de 2 ans, là, vous leur montrez quoi? Parce que là, il y a des équipements sur la table, mais tantôt, je parlais de fibre optique, de téléphonie, de Wi-Fi, bref. Qu'est-ce que vous leur montrez durant ces 2 ans-là? Bien, d'abord, avant tout, comme j'ai dit, avant d'être de la télécom, c'est de l'électronique. Fait que la première partie du cours, c'est tout ce qui est à part. Il faut commencer à maîtriser les cours d'électronique, ce qu'on appelle les bases. Les premiers 6 mois, c'est les bases.
Donc, les bases d'électricité, l'électronique, parce qu'un bon technicien en télécom, un bon technicien, c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qui se passe dans les fils, qui est capable de comprendre. On doit aussi apprendre tout ce qui est travaux manuels. Puis ensuite, on a toutes nos spécialisations. Alors, la fibre optique fait partie des spécialisations, mais c'est assez large. D'autres, on ratisse large. C'est-à-dire que le troisième appareil qu'il y a là, bien là, on va commencer à parler de téléphonie cellulaire, donc installation au niveau du déploiement des tours cellulaires, radiocommunication, les véhicules d'urgence, les ambulances, les polices. Donc, ça, c'est une partie de nos spécialisations. Ouais. Câble haute distribution, ça, c'est un autre de nos spécialisations, évidemment, donc dont un très gros dans la région, qui est probablement ceux qui ont de la région de Montréal, qui en a de plus de nos finissants. Téléphonie d'affaires aussi, infrastructure réseau. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut apprendre. Et évidemment, quelqu'un qui sort en télécom, c'est quelqu'un qui a appris à apprendre. Parce que quand ils sortent de chez nous, ils ne font pas juste leur donner les clés puis tu t'en vas avec le camion. Fait que là, rendu sur le marché du travail, bien, ils vont leur donner une formation en fonction de leurs besoins spécifiques à eux. Quand ils sont arrivés chez IHR, il y a une partie de formation. Quand ils arrivent ailleurs, bien, en câble de distribution, c'est des 12 semaines de formation. En téléphonie, c'est un autre 10-12 semaines. Donc, ils apprennent à apprendre. L'avantage qu'on a, nous autres, évidemment, c'est qu'on sait que la télécommunication, c'est pas sur le bord de disparaître. Non, vraiment pas. Fait que ça, quand on parle d'un métier d'avenir versus d'autres choses, bien, ça, on peut dire que c'est un métier d'avenir. Fait que ça fait il y aura peut-être aussi, éventuellement, des mises à jour technologiques qui font que dans 5 ou 10 ans, le métier va peut-être être encore transformé. Là. Toujours, mais ça se fait graduellement. C'est des choses qui se font graduellement, puis c'est nous autres, c'est dans le fond. Puis même souvent, les compagnies elles-mêmes, en se mettant à jour, même si ce n'est pas de la concurrence des autres, des fois, c'est juste des améliorations des technologies. Donc, nous autres, c'est ça, dans le fond, c'est quelque chose à long terme, c'est des métiers d'avenir. Donc, un beau programme, des élèves bien formés, une compagnie qui est heureuse de participer à ce programme-là à sa façon, qui en même temps en tire des bénéfices, parce qu'une fois qu'ils sont formés, ils peuvent atterrir dans une compagnie comme la vôtre. C'est un métier qui est intéressant, qui est passionnant. T'aimes ça? Ben oui, beaucoup. T'avais-tu regardé d'autres choses avant? Oui, moi, c'est drôle parce que moi, je me suis inscrit en électricité juste avant. C'est un cours qui est vraiment contingenté. J'ai pas été pris à l'examen. Ça m'a amené à m'informer un peu plus. Puis en m'informant sur le cours de télécommunication, c'est là que je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire finalement. Moi, je pensais que c'était ça l'électricité, tu sais. Ouais. Mais finalement, c'était vraiment les télécommunications, là, les radiofréquences, la fibre optique, l'électronique. Toutes ces choses-là, je pensais que ça se voyait en électricité. Ouais. Mais non, c'est en télécommunication. Puis comme on le disait tantôt, M. Morin, ça ira pas en descendant trop, là. Non, mais les besoins sont juste grandissants. Ouais. Puis comme on disait, au niveau des nouveaux développements et tout ça, il ne faut jamais négliger l'entretien. Donc, justement, au niveau de toutes ces compagnies-là qui utilisent des ordinateurs, du Windows, vont tous avoir besoin, à un moment ou à un autre, d'avoir un entretien ou un professionnel qui va superviser les étapes et le travail. C'est quoi le meilleur moment de l'année pour s'inscrire au DEP chez vous? Bien, écoutez, nous autres, là, on a un prochain groupe qui commence au début d'août. Okay. Fait qu'il reste encore quelques places. Il reste encore des places pour ce groupe-là, okay. Mais c'est évidemment les périodes d'inscription, c'est généralement les périodes d'inscription avant le premier tour, c'est au début avril puis tout ça. Mais il reste des places pour notre groupe d'août. Bien, à vous trois, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci, M. Latour. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du lancement de la saison touristique 2019. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
On a procédé, il n'y a pas si longtemps, au lancement de la saison touristique 2019 chez Tourisme au Richelieu. Avec nous pour en discuter, Isabelle Charlebois, qui est la directrice générale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Donc, et d'ailleurs, c'était en présence de la nouvelle ministre du Tourisme, Caroline Proulx, donc, qui faisait honneur de son passage dans la région. Bref, parlez-nous un peu de cette journée-là, parce que, bon, il y avait la présence de la ministre, mais il y avait le lancement. Mais bref, c'était une journée quand même assez occupée. Pas mal occupé pour les gens d'affaires de la région, effectivement. Avec le lancement, en fait, le matin, on avait la consultation publique de la ministre du Tourisme, Mme Proulx, qui fait sa tournée régionale là, en prévision du plan stratégique 2020-2025. Donc, il y avait une centaine, un peu plus d'une centaine d'entreprises de la Montérégie rassemblées là, au Quality. Donc, c'était vraiment une belle matinée pour découvrir les besoins du milieu. Ensuite, il y avait le lancement des Montgolfières qui annonçait des bonnes nouvelles dans l'après-midi. Ouais. Et notre lancement de la saison touristique en fin de journée autour d'un cocktail à Trinity à Iberville. Donc, on avait invité la ministre à se joindre à nous au cocktail. Elle a accepté, donc on en a profité pour lancer l'été un peu tôt cette année, vu la température, mais c'est fait. On a dévoilé nos nouveautés, nouveau CA, parce qu'on a un nouveau conseil d'administration à Tourisme Richelieu. Donc, on en a profité pour présenter toute l'équipe. Bon, pour une organisation comme la vôtre, en quoi c'est important d'avoir l'appui du gouvernement et du ministère du Tourisme? Bien, vous savez, on a beaucoup de projets en ce moment avec le ministre du Tourisme, le ministère touristique, là, le ministre du Tourisme du Québec. Donc, c'est sûr que de les impliquer, de faire en sorte qu'ils connaissent la région, qu'ils reconnaissent le Haut-Richelieu là, quand ils reçoivent des dossiers, mais aussi de se rapprocher au niveau des stratégies touristiques. C'est sûr qu'on essaie toujours de travailler en parallèle, pas en parallèle, mais conjointement pour développer les mêmes stratégies. Là. Parce que ce qui est bon pour le Québec est bon pour la Montérégie, est bon pour la région de Saint-Jean aussi. Là. Bon, qu'est-ce qu'on a lancé au juste? Parce que, bon, une saison touristique, année après année, ça peut quand même, oui, se ressembler, mais on veut miser sur quoi principalement cette année? Bien, cette année, on avait en fait la plus grosse nouveauté au niveau promotionnel, je vous dirais, c'est qu'on a une carte touristique, plus de guide touristique. On a décidé d'être écologique, pas avoir deux outils. Donc, on en a un seul outil qu'on distribue en 75 000 copies. Donc, on a refait un peu un nouveau modèle. Là. Ça faisait plusieurs années qu'on avait le même modèle de carte touristique, le même guide touristique, donc depuis une dizaine d'années. Donc, on a vraiment repensé ça avec les commentaires du milieu. Puis, on a une belle carte touristique là, avec la carte du Vieux-Saint-Jean, la carte de Saint-Jean et la carte du Richelieu rassemblées, puis un peu plus illustrée. Là. Donc, ça, c'est une carte qui est faite de papier recyclable, 100 recyclé et recyclable. Distribué partout au Québec, là, dans la région également. Donc, c'est le nouvel outil qu'on va utiliser cette année. Puis après ça, on a lancé tout ce qu'on fait au niveau web. On a toutes sortes de nouveaux projets là, qui vont sortir dans les prochaines semaines là, pour positionner la région. Bon. Quels sont ceux qu'on peut parler maintenant? Bien, en fait, en ce moment, on est en train de travailler sur une mini-série web parce que le focus qu'on a lancé lors du 24 avril cette année, on focus vraiment sur l'événementiel. Donc, c'est au Richelieu, hautement festif. On sait qu'on a remarqué là, dans les dernières années que c'était l'intérêt principal des visiteurs, à près de 50 là, c'était l'événementiel. Et on sait que plus de 80 des gens qui viennent dans la région viennent de la famille. Donc, on veut dire à nos citoyens et aux visiteurs un peu la programmation des événements. On veut leur démontrer un peu tous les événements. Il y a plus de 50 événements, plus de 150 jours d'événements dans le Haut-Richelieu quand même dans l'année. Donc, on a lancé cette nouveauté. Puis là, on va faire 4 capsules en mini-série web pour une par mois, une en juin, juillet ou septembre, pour annoncer un peu tous les événements qui s'en viennent dans la région là, de façon un peu inusitée. Donc, ça va être lancé dès le début juin. Là. Bon. Quand on parle du côté événementiel, puis on sait que la saison va aussi un peu démarrer avec, Classica, avec l'organisation de la Ville, entre autres. Mais comment on voit la récente annonce au Festival de Montgolfière, le décloisonnement? C'est-à-dire, oui, on a un festival de 9 jours à l'aéroport qui veut aussi se renouveler, mais aussi on veut avoir
On veut que l'été soit un peu montgolfière, pas juste 9 jours par année, mais durant l'été au grand complet. Donc, quel est le regard que vous avez sur cette décision stratégique du festival? Bien, c'est une excellente idée. On a déjà beaucoup d'achalandage pour l'événementiel. On sait que les gens aiment les événements. Donc, plus on en aura, mieux ce sera. Là, je pense qu'actuellement, le projet, c'est de rassembler l'offre actuelle puis essayer de la bonifier rapidement pour cette année. Ouais. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de rassembler la programmation puis d'en faire une meilleure promotion. Là, Mais oui, c'est une excellente idée parce que, comme on le dit à chaque année, actuellement, dans la région, on n'a pas des grands produits d'appel. Donc, si l'événementiel peut le devenir, bien, je pense que c'est une bonne piste. Là. Parce que même quand on regarde ça sur une saison, bon, je parlais de Kleska, mais après le festival, on a la boum de l'été, mais il y a des spectacles aussi un peu partout. Bref, donc on a ce genre d'activité où les gens, bon, comme on dit, l'aspect festif vient attirer des gens, fait vivre les restaurants, bon, ainsi de suite. On veut prolonger le séjour. C'est sûr que quand les gens viennent pour un événement, il y en a quand même une bonne partie qui reste dans la région. Pas 50 mais peut-être 30 qui vont en profiter pour dormir, soit dans la famille, soit dans les hébergements de la région. Fait que c'est sûr que nous, notre mandat aussi, c'est de leur dire, bien, quand tu viens au Montgolfière, profite-en, va faire une belle croisière sur le Richelieu ou profite-en pour aller découvrir le Mont-Saint-Grégoire. Donc, on essaie de créer des forfaits là, par type de clientèle. Là. Bon. L'aspect vélo, est-ce que c'est encore vraiment au rendez-vous? Est-ce qu'on en parle encore beaucoup du cyclotourisme? C'est sûr qu'on a toujours nos créneaux. Là. Les principales raisons pourquoi les gens viennent dans la région, c'est le plein air, donc le vélo, le nautisme, l'agrotourisme, la culture aussi en fait partie. Mais on se rend compte de plus en plus que le plein air dans le Haut-Richelieu, c'est ce qu'il y a de plus fort et à l'année. Pas juste l'été. L'hiver aussi, là, de plus en plus, les données nous démontrent qu'il y a un achalandage parce qu'on a le printemps, on a l'automne dans le Richelieu qui est très fort pour l'agrotourisme. Les gens en profitent pour aller à Cîmes, Mont-Saint-Grégoire pour prendre une balade en montagne. Donc là, on parle de l'été, là, mais on a plusieurs activités plein air. Donc le plein air, le cyclotourisme, l'agrotourisme, l'événementiel. Donc ça fait partie vraiment des vecteurs sur lesquels on pèse dessus, si on veut. Mais aussi, parlons des pôles, parce que tantôt, on parlait de Saint-Grégoire, qui est un pôle touristique en soi, en fait, 12 mois par année. Oui. Pas juste l'été. En fait, l'été, oui, mais en fait, 12 mois par année. C'est presque plus le printemps et l'automne. C'est même plus printemps-automne, à la limite. Oui. On a, c'est bien divisé quand même dans la région, parce que Venise en Québec, c'est vraiment l'été. Et l'hiver, tout pour faire était comme hiver, mais on sait que c'est Et Saint-Grégoire est plus printemps-automne. C'est ça. Donc, à Saint-Jean, puis à Saint-Paul, de l'île aux Noix, c'est sûr que c'est plus l'été avec les plaisanciers. Puis à Saint-Jean, c'est un peu à l'année. Donc, bon, parlons justement du pôle de Venise en Québec. Bon, parce que là, c'est l'été qui est à nos portes. Puis le pôle, avec les années, évidemment, c'est beaucoup diversifié avec de nouveaux restaurants, hôtels, spas, etc., clubs de golf. Donc, il y a vraiment... Et même, et c'est souvent le réflexe que j'essaie de dire aux gens. Même si Venise n'est pas très, très loin, même à la limite, c'est un avantage, justement, c'est pas trop loin, il y a des gens de Saint-Jean qui auraient intérêt à découvrir ce qui se passe à Venise en Québec. C'est vraiment notre objectif aussi à chaque année de faire en sorte que les citoyens du Richelieu connaissent bien leur région, puis en profitent, invitent la visite à découvrir la région parce qu'on a tendance à sortir de la région quand on a des vacances, mais on a tellement de belles régions à découvrir. C'est souvent le réflexe quand on dit on s'en va en vacances parce qu'on sort de la région. Mais à la limite, bon, Venise à Québec, on pourrait dire on sort de la ville. On sort peut-être pas de la région, on sort de la ville, mais dans le fond, des fois, pourquoi se taper 3 heures de route quand à 30 minutes de voiture, on a peut-être Moi, j'invite vraiment, en tout cas, les citoyens à se mettre au défi de découvrir au moins 5 nouveaux attraits dans la région cet été parce que c'est assez incroyable le nombre de gens à qui on parle. On n'a pas toujours le temps ni le moyen d'aller à l'extérieur. Parce que c'est ça aussi pour différentes personnes. Des fois, le temps nous manque. Les gens n'ont pas toujours leurs vacances en même temps. Il y a les enfants, il peut y avoir des gardes partagées là-dedans. Mais là, on est proche. Ça peut se faire un week-end. C'est ça. Donc, les gens peuvent, dans le fond, découvrir leur propre région et probablement pourraient découvrir des trucs qu'ils ne connaissent peut-être pas. Là. Se faire des mini-aventures dans les week-ends pour profiter de l'été au maximum, là, je pense que c'est un défi qu'on devrait tous se donner. Là. Bon, on parlait tantôt de projets, donc de mini-séries web. Un autre projet qui avance tranquillement pas vite, c'est celui d'avoir un taxi-boat. Est-ce que ça, un jour, ça pourrait voir le jour? Évidemment, il y a le financement qui vient avec ça, mais donc l'idée serait d'avoir quoi? Une navette
qui pourrait faire le taxi. C'est pas une seule, il y en a plusieurs. Plusieurs navettes, En fait, le projet, c'est de développer une destination autour de la rivière Richelieu. Donc, c'est entre Noyant et Saint-Blaise, Saint-Jean en phase 2. Donc, le but, c'est d'attirer des visiteurs de partout au Québec là, pour venir dans une destination pour quelques jours pour une vacance. Là. Donc, le concept qui s'est développé à travers notre comité de la station nautique là, au tourisme, c'est de développer, dans le fond, des bateaux électriques, une dizaine de bateaux électriques sur la rivière Richelieu, avec des vélos électriques, une cinquantaine de vélos électriques là, pour aller découvrir les attraits qui sont riverains, là, si on peut dire. Là. Puis que les gens puissent, en fait, prendre le bateau, débarquer, aller manger au Saint-Tropez, reprendre le bateau, aller au Fort-Lennox, reprendre le bateau, aller ensuite faire une piscine flottante à Saint-Paul-les-Launois. Donc, il y a quelques attraits comme ça qui sont en développement. C'est sûr que c'est un projet majeur de 6 millions de dollars actuellement. Il y a une dizaine de promoteurs d'impliqués parce qu'il y a de l'hébergement en plus qui s'est rajouté. Là. Il y a plusieurs nouveaux promoteurs qui se sont joints à ça. Donc là, on attend pas mal d'attacher le financement pour officialiser le tout, mais on a déjà commencé à travailler un peu là, en parallèle. C'est un beau projet qui, dans le fond, vient aussi mettre en valeur le fameux Richelieu, parce qu'à chaque année, on se dit, on a une belle rivière, mais il me semble qu'on on s'en sert pas tant que ça, on ne la met pas tant en valeur. Voilà. C'est ça le but, en fait, c'est non seulement de créer un attrait touristique, mais aussi de donner accès à la rivière aux citoyens, aux visiteurs et aux citoyens, mais aussi aux plaisanciers. Les plaisanciers ils ont plus ou moins d'arrêts possibles actuellement sur la rivière, là, donc de créer différents attraits. Là. Puis là, je ne vous les dis pas tous, là, parce qu'il y en a plus que ça. Bien, merci beaucoup. Puis on invite les gens, bien sûr, à se renseigner, à peut-être justement se procurer la fameuse carte ou sinon, bien sûr, aller visiter le site Internet pour avoir tous les détails. Merci. Merci à toi. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vous rappelle son règlement sur le bruit. Donc, on peut faire du bruit de façon raisonnable du lundi au vendredi de 7h à 21h et les samedis dimanches de 9 à 17h. Entre-temps, donnons l'exemple, un samedi matin, 6h, on passe la tondeuse. Non, on n'a pas le droit. On veut faire des gros travaux avec une scie mécanique et tout ça. Non, on ne peut pas faire ça à l'extérieur des heures qui sont, bien sûr, permises. Donc, c'est important de le rappeler. Sinon, oui, vous pouvez toujours appeler la police pour faire appliquer le règlement. Entre-temps, pour me joindre, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.